Merci, bonjour à tous. Merci d'être là dans cette journée où tout le monde est très sollicité. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de curation avec le CMIT, avec Carole Winkvist. Je suis désolé pour la... C'était bien, j'ai bien fait. Qui est directrice marketing Bonitasoft, Sandrine Avenier, qui est directrice marketing administrative du CMIT, et Jean-Denis Garot, le directeur marketing de Mitel et président, je crois, du CMIT. Je crois bien. Voilà, merci d'être venu. Donc la curation, pourquoi parlons-nous de curation aujourd'hui? Il y a plusieurs sujets sur la curation qu'on va aborder ensemble. Le premier, c'est effectivement, ça n'a échappé à personne, c'est l'infobésité, c'est le bruit. Il y a beaucoup d'informations. 1,6 milliard de sites web, 23 000 vidéos chargées à la seconde sur YouTube. Enfin, on pourrait accumuler les chiffres. Enfin, on est tous conscients qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui sur Internet. Donc, les enjeux aujourd'hui sont autour du contenu et autour de l'information sont très nombreux. Et je pense que c'est ce qu'on va aborder. Je vais poser une première question très simple à nos intervenants. Pour vous, la curation, c'est quoi? Carole. La curation, c'est... Bien coller le micro. OK. Là. D'accord. C'est bon, là? Je ne peux plus parler. Donc la curation, pour nous, c'est avant tout un complément à notre marketing de contenu. C'est quelque chose qui nous permet de légitimer nos prises de parole ou les illustrer sur différents sujets connexes à notre produit ou au thème qu'on aborde en marketing et en communication externe. Voilà, c'est principalement ça. D'accord. Merci. Sandrine? Alors pour moi, la curation, c'est surtout trouver la bonne info qui m'intéresse et qui intéressera les personnes qui me suivent. Et donc de bien sélectionner, de bien les trier et essayer d'aller plus loin en les commentant éventuellement selon ses propres points de vue. D'accord. Jean-Denis? Alors, à l'origine de la curation, pour moi, il y a la veille, la sélection, le tri, la hiérarchisation et surtout la contextualisation d'une information qui ne se substitue pas au content marketing, qui est une partie du content marketing. D'accord, une partie du content marketing. Alors, plusieurs choses ont été dites déjà. Juste pour enquiller un petit peu sur le sujet, le CMIT a fait une étude sur la curation avec le livre blanc ici, qui est disponible. Et donc on a plein d'informations intéressantes, plein de chiffres intéressants. Donc vous avez parlé de veille, vous avez parlé de tri, vous avez parlé de filtre, et les chiffres confirment ça. Donc sur cette étude, pour 61% des marketeurs, la curation est un moyen de faire de la veille tout en partageant de l'information. Donc est-ce que vous me confirmez d'abord que le travail de veille est indispensable pour un directeur marketing, puisque là on est sur le salon du marketing. Donc, est-ce que c'est le rôle du directeur marketing de faire de la veille? Question toute bête, auquel vous ne attendiez pas. Pour moi, c'est essentiel de faire de la veille pour savoir ce qui se passe sur mon marché, pour être à même de l'information, pour pouvoir rebondir dessus, être, comme on dit, on est toujours de plus en plus en temps réel. Donc si on n'a pas l'information au bon moment, on ne peut pas la traiter comme il se doit, et c'est les autres qui vont le faire plutôt que nous. Donc c'est une opportunité en moins. Ça nous permet aussi de nous inspirer par rapport à tout ce qui peut se dire pour justement après pouvoir préparer nos propres contenus. Donc oui, la veille est vraiment importante. Oui. Alors oui, la veille, l'éveil, parce que évidemment il y a la veille concurrentielle, la veille technologique, la veille sur ce que peuvent dire nos clients dans une approche social listening. Et puis en fait, on s'intéresse de plus en plus à l'évolution des usages. Aujourd'hui, ce n'est pas des produits qu'on vend, c'est des services, c'est des réponses à des problématiques. Et si on ne sait pas sentir ces signaux faibles de ce qui devient à la mode ou de ce qui intéresse les utilisateurs ou un écosystème, eh bien on passe à côté de quelque chose, et en particulier de ce qu'on doit créer comme contenu pour les intéresser ou les nurturer si on souhaite les nurturer. Voilà, et je rajouterais qu'il y a la veille effectivement de nos marchés à but communication externe, mais il y a toute la curation qu'on peut faire pour soi-même et la gestion aussi de son savoir
et de sa propre image, puisqu'en tant que directeur marketing, on essaye aussi de marketer son profil. Et la veille qu'on peut faire, la curation qu'on peut faire sur les thèmes là, métiers, c'est-à-dire quelles sont les grandes tendances du marketing B2B par exemple et autres, c'est des choses qui viennent en complément. Mais là, c'est une curation qui n'a pas beaucoup. Le but n'étant pas de commercialiser le produit, mais c'est un autre type de curation, plus à usage personnel ou en tout cas à usage d'évolution de son savoir. Voilà, c'est importante aussi. Ouais. Justement, Carole, vous disiez, en fait, pour vous, la curation, c'est quelque chose qui est annexe à votre cœur de contenu. Donc, ça serait une des fonctions de la curation, d'être un peu, ça serait des contenus opportunistes qui viendraient enrichir. Oui, ou c'est aussi un moyen de s'exprimer. On a, chez Bonitasoft, on a tendance à intervenir, par exemple, sur des sujets un peu polémiques. Sur des thématiques liées à notre métier et d'utiliser la curation pour pouvoir réagir. Parce qu'en fait, réagir tout seul dans son coin, on peut faire des tribunes, des choses comme ça, c'est une chose, mais utiliser l'article de quelqu'un d'autre, d'un concurrent ou d'un analyste pour réagir et positionner son point de vue et donc, on va dire, structurer sa marque et structurer son point de vue sur des thèmes importants, c'est comme ça, enfin nous on utilise beaucoup la curation comme ça. Ça nous permet de légitimer la prise de parole en fait. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est d'aller chercher de l'information ou des arguments ou des contre-arguments sur d'autres autorités finalement, de vous reposer sur l'autorité de tiers pour bâtir votre propre argumentation et discours marketing. Voilà, d'influenceurs par exemple ou d'analystes ou sur des thèmes. Je prends un exemple, le low-code. Il y a beaucoup de discussions sur le citizen developer, le low-code, le no-code. On va utiliser un peu des problématiques défendues par l'une ou l'autre des parties pour faire réagir notre CEO, notre CTO en direct sur... Et c'est la responsable du contenu qui fait la curation et qui fait la rédaction de ces réactions en fait aussi. Voilà, ça permet de nous intégrer dans un contexte thématique en fait. Voilà. D'accord. Aujourd'hui. Alors, nous, on utilise très peu la curation pour faire du newsjacking, en fait, où on aime bien le côté snack content, mais on ne va pas trop réagir. Non, je trouve que la curation est intéressante, effectivement, dans l'usage des tribunes et la contextualisation des tribunes, notamment dans la phase de nurturing. On est sur des projets qui sont souvent des projets longs. C'est-à-dire qu'un projet va se décider en 18 mois, on identifie un suspect ou un prospect, il nous dit « oui, mon projet, il est dans 18 mois ». Mais qu'est-ce qu'on lui dit pendant ces 18 mois? On ne va pas lui parler de notre produit, ni de notre société, ça va le saouler. Et puis à un moment donné, il y a notre concurrent A qui peut arriver à 12 mois, notre concurrent B à 10 mois, notre concurrent C à 3 mois. On a 17 concurrents en France. Donc on doit savoir entretenir cette relation. Et cette relation, elle doit être plutôt agnostique, donc apporter des contenus à valeur ajoutée, créer de l'engagement, entretenir cette relation sans pour autant saouler ce suspect. Mais on ne doit pas se faire oublier pour autant. Donc la curation va nous aider. Donc une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va faire de la curation de nos propres contenus, puisqu'on produit pas mal de tribunes, d'avis d'experts, et on crée aussi beaucoup de contenus nous-mêmes. Et donc c'est aussi un moyen, dans cette phase de nurturing, d'amener au travers, en particulier de LinkedIn, des échanges et des moyens de discuter à nos commerciaux pour justement s'adresser à ses clients. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que la curation participe du nurturing et participe du social selling. Donc ça serait un usage, par exemple, de la curation, le social selling. C'est-à-dire on va aller chercher des contenus tiers ou chez soi et qu'on va rebrander, qu'on va refaire, qu'on va remouliner pour aller nurturer des prospects, des suspects. On va effectivement partager. Quand on parle de curation, elle est pour la marque, mais elle est aussi pour les membres de sa propre communauté. Carole parlait effectivement de son CEO, CTO. Moi, j'aurais tendance à dire, comme le disait effectivement Jean-Denis, que quand on trouve des articles qui nous intéressent et qui peuvent intéresser, par exemple, un secteur d'activité par rapport à un sales, eh bien, c'est bien de lui pousser pour que lui-même puisse l'utiliser pour justement rebondir sur les différents comptes sur lesquels il est important pour lui de se positionner sur cette actualité-là. Donc effectivement, c'est pas que la marque qui va utiliser la curation, mais différents membres, y compris, pourquoi pas, les partenaires, puisqu'on va pousser ces informations-là. Il n'y a pas que nos contenus, mais les informations du marché qu'on peut pousser jusqu'à nos partenaires en fonction des outils qu'on utilise.
Oui, et puis ça vient enrichir le contenu. Vous n'allez pas sur un profil LinkedIn de marque ne parler que de vous. Il n'y a rien de pire. Donc effectivement, le fait de faire cette curation intelligente, de mettre en avant des contenus qui peuvent intéresser les prospects ou les clients, participe à l'équilibre d'un contenu de médias social pour qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes en permanence, en fait. C'est hyper important. C'est pour ça qu'une curation de qualité, oui. Alors, je ne sais pas si tu allais nous poser la question. J'allais poser la question, les curations intelligentes, pour rebondir sur ce que dit Carole. Une curation de qualité est pour moi une curation manuelle et pas automatisée avec des outils qui vont permettre de... voilà. C'est une chose de planifier sa curation et de séquencer justement les moments où on va communiquer à tout le monde ou en particulier en fidélisant, et une chose d'automatiser, de juste prendre des pseudo-influenceurs qui vont pas produire de content et juste repousser leur content tel quel. Bon, alors là, je sens que tu cherches un peu le conflit. Ok, allons-y. On va y aller. Tu parles de l'influence. Non, ce Carole parlait d'influenceurs, c'est juste pour ça. Non, mais je sens bien qu'on va arriver sur le sujet. Mais pour toi, si j'entends, quelqu'un, par exemple, qui va utiliser de la curation de contenu, qui va par exemple avoir une ligne éditoriale où il va partager tous les contenus, je ne sais pas, sur la communication unifiée au hasard, ou sur d'autres sujets, peu importe. Pour toi, est-ce que cette personne qui fait de la curation de sujets devient l'influenceur du sujet parce qu'elle a une curation uniquement sur ce sujet, donc une ligne éditoriale, puisqu'on peut supposer qu'il faut avoir une ligne éditoriale à peu près cohérente pour devenir influenceur. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que cette personne-là va devenir un influenceur juste par la curation. Et est-ce que c'est légitime le fait qu'elle soit influenceur ou pas? Elle est compliquée ta question. Hein. Ouais, mais c'est mon côté de Laos, là, tu vois. C'est la fausse question. Non, pour faire de la curation demande d'avoir une ligne éditoriale, c'est sûr. On peut pas se mettre à parler de tout et n'importe quoi si on veut gagner en crédibilité. Et si on veut fidéliser des audiences, il faut effectivement choisir ses sujets. Maintenant, pour moi, un influenceur est évidemment quelqu'un qui partage les contenus des autres, mais qui les enrichit et qui crée. On n'est pas influenceur si on ne fait que partager. Et puis, un influenceur, déjà, il ne dit pas qu'il est influenceur avant tout. D'accord. Voilà, donc on va refermer rapidement la parenthèse de l'influenceur. L'influence sera un sujet de notre prochain livre blanc au CMIT, apparaître d'ici quelques semaines. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais j'aimerais revenir sur cette idée de curation intelligente. Alors, typiquement, Sandrine, une curation intelligente, c'est quoi par rapport à une curation qui ne serait pas c'est d'avoir les bonnes sources, faire le bon tri en fonction de ce qu'on a envie de transmettre et aussi de ce que les personnes à qui on veut le transmettre sont intéressés à ces contenus. Donc oui, le tri intelligent, on parle souvent d'IA, mais avec Google et autres qui vont remplacer aussi les journalistes, donc on va continuer comme ça. Non, je pense qu'effectivement, pour qu'il y ait une curation qui soit intéressante, elle doit être aussi vivante, parce que quand on pousse de l'information, on ne s'attend pas juste à la pousser, on s'attend aussi à avoir des interactions. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un aspect humain qui est important dans ce contexte, et que dans ce cas, il faut que la curation puisse justement ouvrir des échanges. C'est là que ça devient intelligent, quoi. C'est parce que c'est le nombre aussi de personnes avec qui on va pouvoir interagir qui va donner aussi à la valeur au contenu qu'on aura partagé. La valeur aussi, enfin la curation, elle ne peut pas être mainstream. C'est-à-dire que si tout le monde partage à tenter exactement le même contenu ou la même information, c'est plus vraiment de la curation. La valeur de la curation va être de trouver des angles ou des contenus justement qui n'ont pas été, je parle toujours de contextualisation, mais qui n'ont pas été forcément partagés par tout le monde ou tout son écosystème. Oui, on parlait d'outils, tu parlais d'IA ou de systèmes automatiques. Je pense que ces outils, pour moi, ils sont vraiment en amont et en travail préparatoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider à la récolte et à gagner du temps pour aller effectivement scroller un certain nombre de sites avec des sujets. Mais derrière, pour moi, l'intelligence humaine est indispensable et je pense irremplaçable dans la sélection, parce que sur un même mot-clé, le robot va vous dire ces deux articles sont équivalents, alors qu'en fait, en fonction de ce qu'il en est dit, du format, de plein d'éléments, on va ou non avoir envie de l'utiliser.
Donc, par contre, sur la récolte, c'est hyper important parce que sinon on peut y passer sa vie. Et ça rebondit un peu sur la notion de veille. Et c'est vrai que la veille, c'est quelque chose qui est difficilement gérable dans nos agendas au quotidien. Et sans avoir des systèmes un peu assistants ou des outils, on peut se noyer, quoi. Clairement, dans toute l'info qu'on a partout. Très clairement. Mais vous disiez, donc il y a la veille intelligente, la veille. Est-ce que vous avez des outils de social listening? Comment vous faites votre veille? Je reviens juste là-dessus rapidement. Alors moi, j'avoue que j'ai quelques recherches Google sur certains mots-clés, mais sinon, j'utilise beaucoup de flux RSS sur des supports que j'apprécie et que je reconnais dans leur éditorial, essentiellement. D'accord. Alors, non, je ne fais pas d'outils, mais je consulte parce que je crois que justement une des réponses à l'étude était que la plupart des marketeurs le faisaient encore d'une veille et une curation manuelle. Donc même si ces outils de social listening existent, ils sont rarement utilisés. Ouais. Pareil. J'utilise plutôt des outils associés sur Hootsuite par exemple, ou des choses comme ça, pour tout ce qui est médias sociaux. D'accord. Parce que les médias sociaux sont, pour moi, impossibles à suivre au quotidien. Je vais être sur Twitter à un moment, je vais voir un fil de 20 tweets et puis voilà, je ne suis pas branchée pendant 2 jours et du coup, je loupe une tonne de trucs, donc c'est ingérable. Donc là, j'ai vraiment besoin d'outils. Après, sur ce qui est presse, là, c'est plus le fait d'être abonné à telle ou telle newsletter. Je scrolle rapidement les thèmes et je garde en stock un peu des articles et surtout ce que je n'aime pas trop faire, c'est l'instantané. Enfin, si je vois un article, ça ne me gêne pas d'en reparler, peut-être même 1 semaine ou 2 semaines après. Je n'ai pas forcément besoin de la nouvelle hyper chaude, il faut tout de suite le faire. L'urgence, je suis pas. Enfin, après, ça dépend des marchés, j'imagine. Hein, mais sur le marché sur lequel on est, nous, on n'a pas besoin de cette urgence-là, quoi. D'accord. Et toujours sur cette slide, pour 25% des répondants, la curation enrichit le contenu, crée du trafic, gagne des followers. Alors pour vous, ça serait quoi le premier objectif que vous assignez à la curation? C'est quoi? C'est la visibilité? C'est la génération de leads? C'est enrichir le contenu? Quel est le premier? Pourquoi finalement? Bon, pour moi, c'est enrichir le contenu principalement, de légitimer la prise de parole sur des contenus. Si on est les seuls à dire quelque chose et que, on est les seuls à parler d'un sujet, c'est pas normal, quoi. Donc c'est aussi pour enrichir, apporter d'autres points de vue, parler de nos clients, par exemple. Il n'y a qu'en les écoutant qu'on peut parler d'eux. Donc voilà, c'est vraiment un enrichissement sur différents axes. Et les résultats, les résultats de la curation, ils sont disponibles sur le site ou ils sont repartagés à travers d'autres canaux? Pour nous, la curation n'est faite que via les médias sociaux. On ne va pas sur notre site, par exemple, publier d'articles extérieurs. Non, c'est uniquement via les médias sociaux pour notre part. Hein. Alors, la curation va permettre d'asseoir son autorité sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets de l'entreprise. Nous, par exemple, on est une entreprise un éditeur de solutions de communication unifiée, mais on va beaucoup travailler sur la curation, sur l'évolution des usages, la digital workplace, la rupture au travail, la disruption de l'open space, qui sont naturellement des sujets qui vont intéresser nos cibles, mais qui ne sont pas des sujets qu'on produit ou sur lesquels on ne va pas apporter une solution évidente. Et évidemment, ça complète un panel de content marketing, puisque si on veut occuper le terrain ou la timeline de nos prospects ou nos suspects, évidemment, on doit trouver des choses différentes et pas simplement des contenus qui nous sont propres. D'accord. C'est vrai. Effectivement, je rebondis. Effectivement, c'est beaucoup plus une question d'awareness. Ça ne va pas créer de nouveaux leads ou autres. Là, on parle vraiment de reconnaissance sur un marché. Donc, c'est plus un meilleur positionnement sur le sujet que l'on traite. D'accord. Parce que là, ça apporte des leads quand même. Enfin. Alors justement, merci pour la transition. Parce que sur cette slide, quand on demande en fait pourquoi vous faites de la curation, alors la grande majorité disent ok, c'est un moyen efficace d'être visible, donc 50% quand même des répondants, un moyen d'économiser sur la création de contenu pour 20%, un moyen efficace d'être visible, ça j'ai dit, un outil pour générer des leads. Alors 50%, un moyen efficace d'être visible. Donc ça veut dire que, in fine, la curation,
c'est la première étape du funnel, c'est l'awareness, comme on dit en bon français. Ça sert juste à être visible, à nurturer, à être là, à maintenir une présence. Finalement, c'est ça le premier but, le premier objectif. Alors je pense que les répondants, pour avoir conduit l'étude, avec toi d'ailleurs, les répondants ont parlé en leur nom personnel et pas au nom de leur société. Donc ils utilisent principalement la curation pour leur personnel ou leur professional branding et ainsi être reconnus comme, alors je ne vais pas dire influenceur, mais comme expert, comme autorité sur un sujet. Donc évidemment, c'est le premier. Après, quand on grandit, la logique, c'est d'ensuite l'utiliser pour apporter des leads ou justement entretenir cette relation. Là, un exemple, moi j'ai publié une tribune dernièrement, il y a 1 semaine ou 2 semaines dans Le Monde, que j'ai partagé ensuite en mode curation sur LinkedIn. On doit être à 14 000 vues. Sur Facebook, Le Monde l'a partagé, il y a 385 commentaires. Il y a des DSI, donc les DSI qui sont notre type, qui ont commencé à m'écrire parce qu'ils n'étaient pas abonnés au Monde. Est-ce que je peux avoir l'article? Et on a commencé à engager la discussion et la conversation a été transmise aux équipes commerciales qui ont poursuivi cette discussion. Donc là ça a été totalement intégré. Donc là, évidemment, on le rentre dans un process de leads. Et c'est comme ça que j'aimerais que ça soit utilisé régulièrement avec nos équipes commerciales. Là, tu parles de curation de contenu que tu as produit. Oui, ça aurait pu être... J'étais légitime à partager ce contenu parce que je l'avais écrit, mais ça aurait pu être un contenu, un sujet d'un sociologue, ou ça peut être un livre d'un sociologue qu'on partageait de la même manière. C'est une bonne question. Enfin, c'est un peu une transition parce que en fait, ça revient à poser la question d'un contenu qui va servir à engager des leads. Donc la question d'un bon contenu. Donc ma question, très clairement, c'est est-ce que la curation permet d'engager et de générer du lead, comme ce que vient de dire Jean-Denis? C'est-à-dire, effectivement, tu dis, c'est la tribune de Jean-Denis, donc c'est quasiment de l'intuitif personnel quand le prospect entre en contact avec toi. Est-ce que la curation, on va dire si par exemple Sandrine ou Carole avaient partagé cette tribune, est-ce qu'il y aurait eu le même écho, la même répercussion et in fine la même efficacité? Peut-être un peu moins, mais si tant est qu'il y a eu un travail de contextualisation en expliquant pourquoi elle la partageait, qu'est-ce qui l'intéressait dans ce partage, elles allaient créer de l'engagement forcément, puisqu'elles allaient donner quelque chose d'elles-mêmes et expliquer pourquoi elles partageaient cet article, plutôt que de simplement retweeter ou partager un article en se disant voilà, il y a une jolie image où il a déjà été partagé 40 fois. En fait, tout est dans la contextualisation, et cette contextualisation va permettre de... Pourquoi tu ris? Va permettre d'engager justement. La prochaine fois, vous le faire tweeter un de tes articles. Mais il y a des mondes aussi où la curation de cette nature-là peut être... Je sais que nous, on navigue pas mal dans le monde open source. Et c'est un monde qui fonctionne beaucoup avec justement l'écho que peut faire une communauté. Il y a vraiment la notion de communauté, de curation de ce que peuvent faire les experts de cette communauté. Donc le monde open source est assez ouvert à ça. Et pour des projets open source, amener du lead. Alors c'est une nature de lead particulière parce qu'en fait, le software du coup est disponible gratuitement. Est-ce que tu peux rappeler juste rapidement ce que tu fais? Alors chez Bonitasoft, on est éditeur d'une plateforme de développement d'applications métiers dans le monde BPM, et on a effectivement une version open source. Donc on est sur ce domaine-là et on intervient sur des sujets connexes. Je vais prendre l'exemple de la blockchain, qui n'est pas directement un sujet du BPM, mais qui est très très connexe. On a commencé des prises de parole, on a commencé à aussi faire de la curation sur ces thèmes-là, et pour nous, ça nous a vraiment généré de l'attention, parce que c'était un sujet chaud. Le BPM est un sujet qui était un peu plus perçu comme mature et pas forcément hyper bouillant. Et on a besoin parfois de sujets connexes de cette nature-là, qui finalement sont chauds à un moment parce que la presse s'en empare, parce qu'il y a un volume de données important sur le sujet, pour faire rebondir aussi sur les extensions que peuvent avoir ces sujets type blockchain, par exemple. Alors, est-ce que ça veut dire que, typiquement, une des conditions sine qua non pour une curation efficace, c'est d'être aussi dans une sorte de mainstream, ou en tout cas de signal un peu fort sur un sujet pour obtenir la visibilité? Je pense qu'on est tous tributaires de ce que le marché, de ce sur quoi le marché réagit à un moment. Je prends un autre exemple de mots.
Vous parliez il y a 3 ans d'automatisation, tout le monde vous regardait genre c'est hyper ennuyeux, ça embête tout le monde. Maintenant, tout le monde fait de l'automation, on parle de robotic process automation et tout d'un coup, ça devient un sujet chaud. Si vous, en tant qu'acteur du marché, vous n'arrivez pas à raccrocher les wagons, ben, on est presque forcé, ou parfois il faut le devancer, ou il faut avoir, par exemple la blockchain, on a été les premiers sur le marché à se dire qu'il y avait une logique entre les deux. Mais ça, c'est la veille, c'est la curation qui va permettre de se dire, de tirer le fil en fait. Alors parfois on est suiveur, parfois on est initiateur, mais on ne peut pas se permettre de pas à un moment monter dans le wagon, quoi. C'est l'éditorialisation qui va faire la chose, la façon dont tu l'angles. Évidemment, on va tous parler de... Maintenant, je crois que tout le monde parle presque trop d'IA, mais on va tous surfer sur le sujet qui intéresse nos audiences, à nous de l'angler différemment. Sandrine ? Je disais effectivement que quand on crée nos propres contenus, c'est vraiment sur notre cœur de métier parce qu'on y est légitime. La curation, ça va nous permettre d'aborder un petit peu d'autres angles et d'élargir justement le spectre pour élargir l'audience, pour être beaucoup plus visible, pour avoir une prise de parole un petit peu aussi décalée ou comme le fait Jean-Denis sur de la curation, sur son propre... oui, ou pour attirer, sur une cible, je dirais, voilà, c'est le monde déjà. Il veut s'adresser au DSI, mais il va sur le monde. Donc, quelque part, ça élargit encore le lectorat et la visibilité de son contenu. Donc, c'est aussi... quand on parle de flux RSS et autres, on est souvent sur les mêmes thématiques, les mêmes flux. C'est pour ça que chercher certains mots-clés, ça nous permet aussi de nous ouvrir à d'autres supports qui vont être surprenants par rapport à notre sujet, tout simplement. Ou quand on parlait de lead, on pourrait aussi parler d'attention de l'écosystème. Sur les partenariats technologiques, par exemple. Quand vous êtes une société de pas une très grosse taille, aller justement parler de sujets, faire la curation de partenaires potentiels technologiques ou partenaires intégrateurs, permet de renforcer la relation, de parfois générer l'attention je ne sais pas, d'un partenaire qu'on cherche à attirer. Je pense que c'est un moyen aussi, c'est une autre typologie de lead dans ce cas-là qu'on va attirer. Donc là, le consensus qu'il y a, c'est vraiment la curation, c'est pour attirer l'attention, d'éventuels suspects, prospects. Donc est-ce que c'est in fine une machine à lead ou pas? C'est une part du processus. D'accord. Ça y participe. Ça participe, mais c'est pas c'est pas la fin en soi. D'accord. Et pareil, l'autre item, là, c'est un moyen d'économiser sur la création de contenu. Donc, est-ce que c'est vraiment un sujet? Le marketing du pauvre. Le marketing du pauvre. Est-ce que c'est le marketing de contenu du pauvre, la curation? Aujourd'hui, on voit de plus en plus des plateformes de curation qui en font modèle économique, d'ailleurs. Il y a, par exemple, sur le B2B, il y a des lettres, des newsletters qui fonctionnent uniquement sur la curation, des sites, je ne sais pas, comme l'Important, des robots comme Flint, etc., qui font modèle économique de la curation. Donc, est-ce que c'est un moyen d'économiser sur la création de contenu ou, à contrario, d'attirer l'attention sur des contenus en tant qu'expert? Alors, évidemment, enfin, c'est comme ça que j'avais titré, moi, ma contribution, c'est la curation est-elle le marketing du pauvre, le marketing content du pauvre. En partie, enfin, il faut renverser les choses. C'est sûr que de la curation permet de faire du marketing de contenu pour pas très cher. Après, il y a plein de manières de le faire. C'est-à-dire que si vous prenez juste une curation simple ou si vous vous servez de cette curation pour créer des contenus, je pense à créer une infographie. Et les infographies marchent assez bien en termes de contenu. C'est assez rapide, c'est un peu du snack content. La curation peut vous permettre d'identifier des chiffres pour monter une infographie sans avoir à lancer une étude vous-même et à acquérir des droits d'utilisation, etc., etc. Donc effectivement, ça permet de faire un marketing simple et pas très cher. Il sera riche si vous prenez le temps de bien le construire. Il sera vraiment pauvre si vous faites que relayer une information bêtement. C'est exactement ça. Mais dans ce cas-là, il y a presque une surcouche sur la curation n'est que l'alimentation de base et après dessus, il faut une surcouche soit d'analyse, soit en tout cas de présentation, c'est sûr, mais d'analyse, ça me semble indispensable. Il ne faut pas que ça se relaie. Après, on parle de curation, tout dépend effectivement comment on l'utilise. Si on la
l'intègre dans notre content ou si elle ne sert que une prise de parole, notamment sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a des sites qui vont intégrer des articles tiers en les citant pour pouvoir... ça permet des fois de pallier à un manque de contenu à un instant T où on se dit mince, l'article n'est pas prêt, bon, on le fera plus tard et à ce moment-là, on a un article sous la main parce qu'il est intéressant. Mais dans la plupart des cas, ça reste quand même un moyen d'être visible sur les réseaux sociaux plutôt que sur un blog ou un site. D'accord. Toujours sur cette étude, l'objectif, c'est vraiment de partager sur les médias sociaux. 75% disent ok, c'est pour partager sur les réseaux sociaux. Très peu complémentent ou alimentent leur site en contenu. Bon, 9% n'utilisent pas la curation. Donc, est-ce que, pour revenir sur ce sujet, est-ce que aujourd'hui, la curation, c'est la condition sine qua non, pour être visible, ça vous l'avez dit, mais aussi pour devenir, in fine, influenceur ou expert sur un positionnement? Est-ce que c'est un des objectifs que vous pouvez assigner à la curation? La curation, pour moi, ça permet de se rattacher à d'autres personnes qui sont sur les mêmes thématiques, parce que si on parle toujours de soi, je vois pas trop l'intérêt, et puis les gens s'en fichent un petit peu, quoi. Après, l'idée, c'est de créer vraiment un sujet et de le traiter avec différentes sources. Et là, à ce moment-là, ça devient intéressant. Effectivement, il y aura peut-être plus de personnes qui vont nous suivre. Et, alors de là à dire influenceur, peut-être pas, mais au moins un minimum expert sur un sujet, voire plusieurs. Oui, puis de la visibilité quand on va reprendre un contenu d'un analyste, par exemple, ou d'un décideur qui nous intéresse en tant que cible, c'est un moyen d'attirer son attention. Vous allez faire plaisir c'est un peu basique, mais vous allez faire plaisir à la personne parce que vous allez reprendre son contenu et éventuellement le commenter en y ajoutant des éléments. Et c'est un moyen d'attirer l'attention. Donc... oui, c'est un peu une stratégie facile, mais je pense que tout le monde le fait, quoi. Moi, je trouve dommage de ne pas utiliser la curation aussi sur les blogs et les sites web. Après, je pense qu'on a une petite problématique de droit on partage un tweet ou on partage un article en mettant le lien, le mettre sur le blog demanderait peut-être de réutiliser une partie de l'article et là tout de suite on rentre dans des problématiques que parfois nos actionnaires américains ne veulent pas avoir à gérer. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il y aurait effectivement dans la structure de la ligne éditoriale un vrai intérêt à faire une curation structurée sur le site web de l'entreprise. Ouais, merci pour cette transition parce que vous parlez beaucoup de contenu, parce qu'in fine, parler de curation, c'est parler de contenu. Aujourd'hui, alors la nouvelle tendance, c'est de dire, OK, le contenu a gagné. C'est-à-dire tout le monde a mis beaucoup de temps à comprendre que le contenu, c'était le principal levier pour l'awareness, etc. Donc, et tout le monde dit, OK, c'est quoi le next step? Puisque maintenant, tout le monde fait du contenu, d'une manière ou d'une autre, depuis le blog, le site, etc. Donc, OK, ça, c'est fait. Donc, le content marketing... Moi, je ne suis pas si sûr, en fait. Excuse-moi, mais non, mais je t'en prie. Parce que ce qu'on voit, nous, de plus en plus, c'est que pour générer du leads, on réinjecte du télémarketing dans la phase de nurturing et que ce qui rapporte finalement le meilleur ROI, c'est des call calls, c'est de l'appel téléphonique et pas forcément des très beaux contenus dont on est très fier et que finalement un pauvre contenu de 2 pages ou une pauvre infographie va attirer autant d'engagement qu'un livre blanc de 40 pages super bien construit. Alors, on a la stratégie inverse. Voilà. Nous, on ne fait plus de télémarketing du tout. On a complètement arrêté ça et nos prospects veulent pas, ils décrochent pas le téléphone, quoi. Donc c'est pas la peine. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de faire du contenu. Alors on n'est pas dans la curation là, mais de créer des contenus qui attirent l'attention. Alors nous, on est sur des communautés de développeurs, donc c'est des contenus très particuliers, très techniques, très pointus. Et voilà, un développeur, il vous décrochera jamais son téléphone. Enfin, il n'en a pas de toute façon, donc ça c'est réglé. Sandrine, le marketing, le contenu dans le marketing, c'est obligatoire et la curation, ça va permettre de l'agrémenter ou comme le disait Carole, ça permet aussi de toucher les personnes qui traitent ce contenu-là. Au-delà de faire du télémarketing, les personnes qui sont en lien avec les comptes qu'ils veulent toucher, ça leur permet aussi d'échanger justement avec ces personnes qui sont sur le marché, qui en parlent, pour les adresser. Effectivement, ça reste quand même assez
assez intéressant de voir certaines relations qui peuvent s'initier juste parce qu'on a échangé sur un sujet et qu'on n'a pas forcément parlé tout de suite qu'est-ce que je peux vous vendre. On parle de social selling, la curation, ça permet aussi d'aller sur ces sujets-là dans des moyens un peu plus détournés et moins directs que du call calling. Même si je suis d'accord, des fois le call calling peut être effectivement ça peut quand même illustrer le encore call assez... ça peut donner des arguments aux télémarketeurs. Un télémarketeur malin, j'espère qu'ils ont évolué, mais si je faisais du télémarketing, je pense que c'est ce que je ferais. C'est avant d'appeler mon prospect, d'aller faire un peu de curation sur, par exemple, la stratégie de telle entreprise, d'aller voir un petit peu de quoi il parle, quels sont les thèmes qui les intéressent. Je sais pas, je prends un retailer, sa problématique principale, c'est par exemple la fidélisation client, d'aller voir un petit peu quels sont les argumentaires qu'il utilise, quels sont ses grands projets. C'est une forme de curation. C'est pas une forme de curation à visée communicante, c'est une forme de curation à visée veille. Et c'est indispensable pour un commercial. Pour moi, je pense que c'est indispensable dans la relation commerciale de savoir de qui on parle, et voilà, ça en fait partie, quoi. Alors, on revient à la logique de s'informer finalement sur ouais. ce qui intéresse le client ou le prospect. Ou ses concurrents, ou d'aller justement le teaser un peu sur ce que font ses concurrents. La curation, c'est un cerveau additionnel pour le commercial. Qui fait du call-call. Ouais. Mais non, quand on dit, justement, là où je te rejoins, quand on dit le contenu à gagner, c'est que tout le monde a compris qu'il fallait en faire, qu'il fallait faire de la curation, mais qu'aujourd'hui, comme tout le monde en fait, on est dans l'infobésité. Et donc, pour revenir effectivement dans la stratégie marketing, le call ou autre chose d'ailleurs, redeviennent indispensables. Là où on a pensé un temps que le contenu se suffisait en soi. C'est un peu l'argument aujourd'hui de tous les marketeurs américains, c'est leur grand truc, le contenu à gagner, on passe à autre chose. Mais la curation, dans ce cadre-là, est-ce que tu as beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé d'influenceurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la curation, c'est quelque chose qui va permettre d'adresser des influenceurs, ou est-ce que les influenceurs sont finalement les curateurs de vos produits et de vos ventes? Waouh. Il n'y a pas d'influenceurs sur mon marché. Les influenceurs de mon marché IT sont les analystes, et en haut Gartner qui est l'influenceur Alpha+, les pairs des directeurs informatiques qui ont confiance en leurs pairs, ensuite les journalistes encore un petit peu, c'est vrai, et les consultants, les bureaux d'études. Mais on a beaucoup plus confiance en son voisin, malheureusement, qui est peut-être un expert, qu'envers le journaliste, etc. Donc penser qu'un directeur informatique va se sentir influencé par quelqu'un qui s'exprime sur les médias sociaux, c'est assez illusoire. Ou alors, on revient à ce que disait tout à l'heure, un influenceur, c'est quelqu'un qui va créer, qui va peut-être pas être payé pour influencer. Je pense à Olivier Simelière que je suis. Je pense qu'il est très influent pour moi. C'est quelqu'un qui m'influence, mais j'imagine pas avoir un moyen de lui faire dire quelque chose qu'il ne pense pas. Et je pense que les directeurs informatiques sont influencés par quelques-uns d'entre eux qui prennent la parole sur les blogs. Je pense à Frédéric Charles qui blogue sur ZDNet ou je sais plus ou Silicon, je sais plus trop, ZDNet, et qui va être influent parce qu'il a une crédibilité et une autorité et parce qu'il produit quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, je crois que les personnes ont déjà le moins confiance aux marketeurs. Donc, si on peut prendre la parole vis-à-vis d'autres personnes, déjà, je pense que déjà, on s'octroie un peu plus de crédibilité, on va dire, plutôt que d'utiliser les moyens marketing traditionnels, on va dire. Mais tu influenceras sur toi. Carole ? Non. Jean-Denis a raison. Non, donc finalement, ça revient un peu, si on revient sur la curation et sur l'influence, ça veut dire que, in fine, la curation va vous servir juste à la visibilité et non pas à aller chercher des influenceurs ou finalement, c'est pas l'objectif. C'est ça que tu es en train de dire. Alors, ça ne va pas nous permettre de faire de la curation, ne va pas nous permettre d'attirer des influenceurs, ou alors ça va travailler sur l'ego de l'influenceur, entre guillemets, en se disant regarde, je parle de toi, je contextualise, je retweet, pense à moi, regarde comme je parle de toi. Mais à part ça... le fameux top of mind du marketeur, ouais. C'est peut-être quelque... Oui, on a parfois besoin de le faire quand on parle à certains types d'analystes, quand on n'est pas des brands hyper connus, c'est utile de le faire. C'est vrai qu'après, ça dépend de
du pouvoir de sa marque et de ce qu'on a, mais ça peut être utile de s'exprimer pour être au moins dans le spectre visuel de la personne qui nous intéresse, que ce soit un analyste, un journaliste ou alors un décideur, je suis d'accord avec toi, beaucoup moins, mais plus pour la partie communication et analyste. Ça, c'est sûr. Disons qu'il y a quand même un petit cercle virtueux parfois où à force d'échanger, enfin de partager certains tweets, certaines infos, à un moment ou un autre, cet influenceur-là peut, à un instant T éventuellement, aussi partager un contenu qui nous est propre, alors qu'il traite toujours le sujet dans lequel il est positionné. Ça peut arriver aussi, notamment des DSI qui vont parler d'un sujet qu'on a traité parce que voilà, ça rentre dans son spectre et du coup, c'est lui qui va rendre visible aussi notre contenu parce qu'on a aussi cet échange avec lui où on aime ce qu'il fait et c'est un échange de bons procédés quand même, mais dans le temps, pas ponctuellement. Voilà. Alors justement, merci d'aborder ce point. Pour vous, dans votre pratique, la curation, c'est quelque chose qui est quotidien et qui se fait sur du long terme. C'est-à-dire il y a une véritable stratégie, il y a une véritable approche stratégique de la curation et de son apport dans les stratégies de contenu ou marketing. Alors pour la curation externe de communication, nous, on détermine toujours des thèmes. Chaque semestre, enfin ou même année, on détermine des thèmes sur lesquels on veut s'exprimer et on participe tous, en tout cas toute l'équipe marketing à la curation, parce qu'on communique dans différentes langues aussi et qu'on a des différentes personnes parlant différentes langues. On essaye de faire une curation multilingue par marché. Donc voilà, tout le monde participe, on détermine des thèmes et puis après on met tout ça en commun et la responsable de contenu, elle va plutôt être en charge de hiérarchiser, rédiger les commentaires et planifier. Voilà, c'est assez structuré, on va dire. C'est très structuré. Oui, c'est assez structuré. Alors, nous aussi, on a un plan marketing global, annuel, qui permet de définir des priorités sur notamment des marchés verticaux ou des technologies qui vont faire qu'on va s'intéresser à ces cas-là particulièrement. Et puis après, il y a l'actualité des événements. On va un peu aussi faire du newsjacking quand il y a des salons sur le retail parce qu'on va faire des communications particulièrement sur le retail. Mais on va aussi travailler le côté ambassadeur, c'est-à-dire que notre directeur informatique qui va être amené à communiquer, notre DRH, notre directrice financière vont faire une sorte de curation et de partage sur Twitter ou LinkedIn de sujets dans leur domaine pour toucher justement leur écosystème à eux et élargir l'empreinte de notre marque en-delà du directeur informatique, puisqu'on sait que le directeur informatique est doit de plus en plus subir les directions métiers qui vont lui imposer des projets. Donc on va aussi influencer le tour de table du comité de direction pour que quand le projet ou notre dossier va arriver en discussion, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui disent « mais oui, on connaît cette société, on a lu des choses, etc. etc. » Et nous, on le fait pour eux, en fait. Non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, on utilise des outils qui nous permettent de le faire pour eux et d'enrichir. Ça les empêche pas de le faire aussi. Mais en tout cas, on a une vraie ligne éditoriale par persona importante de l'entreprise que l'on mène au marketing, depuis le marketing. D'accord. Ouais. Donc, très, très structuré dans les deux cas. En ce qui me concerne par rapport à la programmation, moi aussi j'utilise OutSuite, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels qui m'intéressent et je sais que tout le monde ne va pas être intéressé par tous ces sujets, que ce soit l'IT, les RH ou la relation client, le marketing. Donc en règle générale, j'essaye effectivement de cibler certaines heures de la journée pour certains sujets. Parce que je sais que la plupart du temps, les DSI, c'est plutôt le matin et pas forcément le soir, contrairement aux marketeurs et autres. Donc voilà, je segmente un petit peu comme ça au niveau de mes personas sur les contenus que je partage. Et en règle générale, j'essaye effectivement de trouver de la récurrence dans tous les cas pour essayer de traiter le sujet. Donc, voilà. Et en même temps, les stratégies de rupture sont pas mal. Je pense à Hervé Monnier qui publie tous les dimanches. Il est peut-être le seul quasiment à publier tous les dimanches et du coup, tout ce qu'il publie est vraiment de qualité. Donc, c'est pas compliqué de vouloir partager ce qu'il publie. Mais il arrive à un moment où on n'est peut-être pas dans le boulot. On sait que ça arrive aussi, qu'il va y avoir un sujet le dimanche après-midi ou vers midi qui va commencer à partager. Donc aussi, de sortir du moment où tout le monde va recevoir l'information, ça peut être intéressant. C'est vrai que le dimanche marche assez bien. D'ailleurs, Frédéric Charles poste sur ZDNet le dimanche.
Le jour où tout le monde est désœuvré. Vous savez que le dimanche... Non. Vous savez que c'est le dimanche à 17h, c'est le jour où il y a le plus de suicides et c'est l'heure où il y a le plus de suicides. Voilà, c'était tu veux nous dire des choses, Fabrice. Non, mais juste pour vous dire, c'est pour ça qu'il faut meubler le dimanche. Tu fais de la curation, il n'y a pas de suicide. Mais donc, ce que je retiens, c'est que 1, il faut une stratégie. 2, il faut une ligne éditoriale. 3, ça permet de faire de l'influence. 4, le newsjacking, c'est pas mal. 5, c'est in fine le content marketing du pauvre, mais pas tellement. Un peu, mais finalement, ça vient en complément du content marketing. Donc ça fait quand même déjà pas mal, 5 arguments qui sont pas mal. Et in fine, donc, si tout le monde se met à publier le dimanche à 17h, ça va devenir compliqué. Il va falloir trouver d'autres créneaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oubliez le dimanche à 17h. Catherine, tu voulais nous demander, je crois, le rôle de l'IA dans la curation, c'est ça? Non, non, je plaisante. Le rôle de l'IA dans la curation? Moi, j'ai aucune idée. Qui fait de la curation ici? 1, 2, 3, 4, d'accord, 5. Alors, mais forcément, tout le monde fait de la curation, en fait, c'est ça. Ouais. Catherine. Oui, alors l'IA dans la curation, bah, il y en a. Vous connaissez sans doute tous Flint, de Benoît Raphaël. C'est de l'IA. Il fait de la curation. Là, on a mis quelques petits outils. Parce que alors, j'ai bien compris que vous étiez tous contre l'automatisation, mais néanmoins, tous ces outils, alors vous les connaissez, hein, Scoopy, Flipboard, Pearltrees, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Mais néanmoins, vous utilisez quand même ces outils à un moment ou un autre, ou pas du tout? Ou c'est vraiment tout à la mano, à part Hootsuite, par RSS, oui. Ça j'ai bien compris. Mais non, Scoopy j'ai utilisé, mais j'utilise pratiquement plus parce que j'en vois pas trop l'intérêt en fait. Non, moi je trouve que l'idée et l'ergonomie de Scoopy elle est top. Ce que je déteste chez Scoopy, c'est l'idée que je vais cliquer sur un lien qui va m'emmener sur un autre lien, etc. C'est bon. Voilà. Et puis, ouais. Non, d'accord. Mais pour revenir sur l'IA, alors Flint, justement, est-ce que des robots... Alors Flint, c'est... qui ne connaît pas Flint? Qui connaît Flint? D'accord. Qui connaît? C'est le, voilà, le club des utilisateurs. Donc c'est un petit robot, c'est un petit robot que vous allez dresser vous-même. C'est-à-dire vous choisissez un sujet, blockchain, IA, enfin peu importe. Il vous renvoie des articles et vous dites c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et au bout d'un moment, vous avez votre revue de lien qui est faite de manière comme ça auto-apprenante, enfin semi-supervisée en quelque sorte. Le Tinder de la curation. Le Tinder de la curation. Je ne sais pas. mais justement, tu parlais de l'IA. Est-ce que l'IA, on est d'accord, donc il va y avoir de plus en plus de contenu. Est-ce que l'IA, ça va être la solution demain pour avoir des contenus pertinents, ultra personnalisés, tout l'espèce de fantasme du marketeur, d'adresser au bon moment le bon contenu à la bonne personne. Mais on ne sera plus là. Si l'IA fait ça tellement bien, il n'y aura plus de marketeur non plus. Donc, je ne crois pas que l'IA va faire ça parfaitement bien ou que ça prendra du temps à l'éduquer. Si ça le faisait, ce serait formidable, mais si ça le faisait, on ne serait plus là. Pareil. Je pense que ouais, l'IA, ça écarte l'humain et par rapport au relationnel qu'on veut installer, ça peut pas forcément fonctionner. Ça peut nous aider. L'IA forcément va aider le travail du marketeur et des autres métiers dans la recherche de l'information, de la bonne information. Maintenant, ça ne sera jamais parfait et on a déjà vu des entreprises qui vont parler du sujet, sauf que c'est leur concurrent qui parle et du coup ils font la promotion du contenu du concurrent. Donc bon, non, il y a, je pense, un aspect manuel qui reste important. Effectivement, si l'IA devient vraiment excellent, très très bon, parce qu'il aura eu des super bons dresseurs, il restera quand même quelques dresseurs pour rectifier le tir. Et puis on risque de rester dans ce qu'on appelle les cercles d'approbation. C'est un peu le problème qu'il y a actuellement dans Facebook, où des algorithmes vont vous montrer que des messages sur lesquels vous êtes d'accord au final et vous vous auto-convainquez que vous êtes d'accord sur un sujet parce qu'on ne vous présente que de l'information qui va dans votre sens. Et toute cette automatisation, elle est dangereuse. L'humain va avoir tendance à avoir envie de se challenger, va avoir une curiosité et je ne suis pas sûre qu'un robot a une curiosité. Voilà, donc c'est un peu le danger pour moi. Ouais. T'es sûr que l'humain en a toujours ?
Au CMIT, oui. Non, parce que justement, c'est intéressant, c'est un autre sujet, mais cette idée de chambre d'écho, de biais algorithmiques, etc. Quand vous êtes dans le nurturing, on est bien d'accord que vous allez envoyer de l'information en permanence qui va aller dans le sens... Est-ce que ça, typiquement, le nurturing, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé par le C'est automatisé. Ça hein, l'est déjà en Oui, partie, enfin, ouais. ça j'entends bien que c'est... c'est automatisé, oui. La, Heureusement. la sélection du contenu, enfin, dans ce cas, il faut créer une bibliothèque de contenu. Est-ce que la personnalisation peut vraiment être automatisée? Je ne suis pas sûr. Mais néanmoins, aujourd'hui, les logiciels qu'on utilise, couplés à Salesforce, sont là pour automatiser, scorer et voir comment réagisse ou pas le prospect et réintroduire un nouveau contenu qui plaira plus, etc. etc. Donc oui, mais après, en B2B, dans des ventes complexes, la personnalisation va demander à un humain de le traiter, en fait. Et en l'occurrence, le commercial est assez bien placé pour personnaliser son message. Et puis on revient, on parle de B2B, on n'est pas en parler justement en train de B2C avec beaucoup de data. Et pour l'IA, pour que ce soit intéressant, il faut beaucoup de data. Donc en l'occurrence, pour certains métiers, il n'y aura pas les moyens nécessaires en termes de data pour aller chercher plus loin et être rentable, tout simplement, parce qu'une solution, ça se paye. Et au bout d'un moment, s'il n'y a pas assez de data, quel est l'intérêt de la solution? Je suis d'accord. Merci. D'autres questions? Pas de questions? On a été clair, on a été limpide, on a été lumineux. Bon. Lumineux, non? Donc, juste pour clôturer, parce que je crois que le timing est bon. C'est quoi le next step, d'après vous, pour la curation? C'est la question qui tue. Quand tu dis next step, ça fait toujours riche. Mais... parce qu'aujourd'hui, donc, on voit bien, il y a de plus en plus d'outils, il y a de l'IA, mais dans une stratégie marketing et dans une stratégie de contenu, c'est quoi, d'après vous, la prochaine... Pour moi, ce serait plus la prise de parole par rapport justement à cette curation. C'est-à-dire, au-delà de lister l'information, c'est d'aller plus loin dans son analyse et d'être beaucoup plus partie prenante dedans. Alors, moi, ce qui m'intéresse, alors c'est pas nouveau, hein, c'est la co-création, c'est la collaboration, la création du contenu avec de plus en plus de parties prenantes, si possible des clients, des prospects, mais que justement on arrive à créer ce contenu avec les autres. Carole? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que la partie collaborative, peut-être, dans un écosystème, peut amener à rajouter une intelligence du groupe, en fait, au sujet. Donc, ouais. D'accord. Donc l'avenir du contenu, c'est dans la collaboration, la synthèse et la création à partir de contenus existants. Je vous remercie. Merci à vous. S'il n'y a pas de questions. Le livre blanc est à télécharger sur le site du CMIT. Oui, il y a une question. Sans landing page. Question. Vas-y Christine, je traduirai. Oui. Je reviens sur le côté collaboratif du contenu. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications? Comment vous voyez les choses? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de la curation, on prend un contenu existant, on explique ce qu'on pense de ce contenu et on le partage. Si je prends l'exemple d'Alban, par exemple, qui est spécialiste de créer du contenu collaboratif, il va associer un certain nombre de personnes. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire ce que fait Alban avec 500 ou 400 personnes, je ne sais plus, X rencontres. Mais plus on va intégrer des personnes dans le contenu en les faisant réagir et au final proposer un contenu qui a été créé par les personnes au travers de sondages ou d'avis, de citations ou d'articles plus poussés. Et puis évidemment, après, ça démultiplie le message, ça permet de toucher d'autres écosystèmes et d'aller au travers d'un lien faible chercher bien d'autres personnes et de rayonner au-delà. Et certainement aussi d'avoir un contenu peut-être plus pertinent puisqu'on va intégrer ce que pense et partager plutôt que de penser qu'on a juste la parole juste vers ces audiences-là. Je te remercie. Après, ce qui est amusant aussi dans ces systèmes de curation moderne, c'est de voir que d'un groupe d'utilisateurs, notamment en utilisant des Twitter et des DM dans Twitter, on peut arriver aussi à avoir de la curation collaborative où chacun va proposer du contenu aux autres et ça va entretenir le relationnel et ça va créer des réseaux en fait amicaux assez forts. Donc en fait, on voit que des thématiques communes peuvent aussi amener à des modes de collaboration assez efficaces. Alors ça, c'est les chambres secrètes de Twitter décrites par Alban, mais c'est vrai.
C'est vrai, les groupes de MD, de messages directs, toute utilisation. Ouais. D'autres questions? Non, c'est bon. Donc, plutôt, pour conclure, peut-être plutôt que le content marketing du pauvre, ça serait du content marketing open source, la curation. C'est joli. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je crois que tout est... Bravo. Bravo pour la conclusion. Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci à vous trois. Les versions print sont disponibles si vous le souhaitez.